Ok, Oui. c'est parti. Alors, en ce qui concerne l'amour, pour moi, c'est une chose interpersonnelle. Ça peut aller, à mon avis, au maximum à 200 personnes. Je veux dire, on peut avoir des liens d'amitié avec 200 personnes, mais on n'a pas des liens d'amitié avec des sociétés, dans une société qui met en contact des millions de personnes. Mais tu peux en... Oui, ben si, mais je veux dire que c'est pas la même chose. Et si le christianisme est une religion de l'intimité, il n'a pas de message sur les grands groupes sociaux. Alors, justement, c'est là oui, parce que l'Église a complètement déraillé parce qu'elle a cru qu'elle avait un message concernant les grands groupes sociaux. À mon avis, il n'y en a pas. S'il y en a un, à mon avis, c'est au contraire de se méfier des grands groupes sociaux. À mon avis, parce que c'est pour ça que Jésus, à mon avis, a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, foutez-moi la paix avec les histoires de César, j'ai autre chose à vous dire. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais... Non. Ça concernait l'argent, hein, la parabole dont tu parlais là. C'est par rapport à l'argent, est-ce qu'il faut payer l'impôt ou pas à César? Il a montré qu'il y avait la tête de César sur la pièce, il dit bon, ben, tu vois, elle est à César, donc tu lui rends son argent. Et puis voilà. Ouais. Donc c'était ça, ouais. Oui, ça veut dire que cette question ne m'intéresse pas beaucoup. Oui, la question de l'argent, mais il ne faut pas non plus extrapoler non plus forcément à dire que ça concerne toute la société, que le Christ n'avait pas de... Ouais, il a enseigné à s'extraire du mirage du monde, c'est sûr, ouais. Voilà. J'aimerais bien qu'on ait un échange du coup sur plutôt aujourd'hui, enfin sur les même dernières années, sur la phase historique qu'on traverse, qu'on a tous vécu, enfin, qui a comme nom, on va dire, le néolibéralisme. Ouais. Pour moi, une sorte de phase du capitalisme, je sais pas, tu vas appeler le SAD 3, le SAD 4, enfin, on peut se battre des années pour savoir quel est évidemment le début, si ça a une fin, comment c'est une fin, si c'est par les crises ou la gravité de la crise qui marque la fin d'une époque et le début d'une autre ère. Mais voilà, j'ai l'impression quand même effectivement, je suis assez d'accord, on va vers la fin du néolibéralisme, mais peut-être qu'on va vers quelque chose d'encore pire, si c'est toujours possible. Effectivement, c'était un peu le capitalisme autoritaire, alors qui prend, mais du coup qui a besoin quand même de se reposer sur les associations, les ONG, des systèmes de solidarité dont lui-même n'a pas forcément qui fait reposer sur la bonne volonté des uns et des autres, donc des petites cellules, des petits groupes, quoi, et qui captent la valeur à l'échelle cette fois plutôt macroscopique, macrosphérique, et où du coup ils se contrefichent de quelque part du détail, de visuel. À un moment il y a besoin de capter, de surveiller un petit peu, de capter des données, enfin des choses, des indicateurs qui sont très structurants. Mais effectivement, voilà, donc on passe en tout cas dans nos sociétés, peut-être tu parlais de l'Occident, enfin, et du coup il y a un rapprochement qui va se faire avec d'un côté un accroissement de l'autoritarisme et en même temps une contestation. Il n'y a pas qu'un seul, et c'est là où le mouvement dialectique, je ne sais plus quel était le terme, ça m'intéresse parce que moi je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'en fait il ne faut pas voir ça comme un truc unilatéral, il n'y aurait que un pouvoir qui nous conduit à l'effondrement et des gens qui seraient totalement désarmés, qui contesteraient de manière un petit peu... J'ai tendance à voir les choses comme ça. Oui. Et oui, mais en fait je dirais, après, je vais faire un procès, là je fais un procès, mais toute une génération était en fait baignée là-dedans, enfin la génération de ceux en gros qui ont connu 68, 70, années 70, 80 nous ont instruits d'un truc où ils ne donnaient il n'y avait aucun horizon historique dans lequel moi, ma génération, enfin ceux qui sont les trentenaires, je pense, ça vaut pour aussi ceux qui sont quadragénaires, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, où on ne nous a jamais vu un horizon émancipateur, enfin en tout cas une ligne possible d'espace, un espace possible pour reprendre la main, reconstruire, rebâtir des choses. Voilà. Donc, oui, mais le problème, c'est qu'on a beaucoup trop construit. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la prospérité, trop de prospérité tue la prospérité.
Et c'est cette dialectique-là dans laquelle nous nous enfonçons. Alors, moi, j'ai envie de te dire, sois propositionnel maintenant. Je sais que tu te défends. Non, mais j'ai rien à proposer, j'essaie de ne pas m'effondrer, mais quand même, vu le contexte, ça fait plaisir à personne ce qui se passe. En tant qu'être humain, ne pas t'effondrer, c'est aussi proposer. Donc, même si tu n'as pas quelque chose tout de suite à dire, peut-être qu'on peut faire tourner la parole et que tu réfléchisses un petit peu, parce que tu as quand même écrit un bouquin, ça tu nous fais le coup à chaque fois, tu as écrit un bouquin qui fait 492 pages, même plus, avec comme histoire, hyparchia, évasion, exil chez les juifs, état esthétique, dictature, détonateur, conscription, consensus, Baptiste, Bellepomme, professeur Bellepomme. Bon. Donc il y a énormément de choses. Donc là, il y a des valeurs, il y a des choses que tu dénonces, ça s'appelle repères en terrain effondré, et ces repères, tu refuses d'en parler. Donc tu fais un peu ton snob, parce que voilà, et puis après au moment où il faut faire des choses, les principaux repères sont personnels. Alors vas-y, parle-nous de tes repères personnels. Constituez-vous en tant que personne. Alors vas-y. C'est ça que je veux dire. Mais nous, on veut découvrir tes repères, on veut découvrir ce que tu... Un vieux sage de la barbe blanche. Vas-y, dis-nous tes... J'ai parlé pour moi, le christianisme est un repère, mais je n'adhère pas à toutes les conneries que racontent l'Église catholique. Là, je tombe sur... Justement, tu tombes mal, parce que... Je tombe sur la laïcité. Donc tu consacres une page et demie à la laïcité. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Véritable Reagan. Je ne me souviens de rien. Écoute, je crois que j'ai dit que la laïcité était efficace. La séparation de l'Église et de l'État en 1905 a été efficace pour limiter une Église catholique qui était en voie de déconfiture. Et elle n'est pas efficace face à l'islam. Parce que le problème là, c'est qu'en principe, la religion c'est un truc social. Et la religion conscience individuelle, c'est une invention récente. Alors c'est ce qu'on a inventé en 1905, et c'était possible parce que la théologie chrétienne était devenue tellement compliquée que plus personne n'y comprend rien, et que c'était devenu une affaire de conscience individuelle. Mais cette théologie beaucoup trop compliquée, c'est un détournement complet du message de Jésus. Alors, juste deux choses, face à l'islam, moi je dirais face à l'islamisme. Je pense que l'islam, voilà, après c'est un débat. Et juste, moi je pense que surtout, loi 1905, tout ça, c'est que il y a eu, les Lumières que je peux critiquer beaucoup par ailleurs, mais la Renaissance, on s'est rendu compte qu'il y avait des progrès sociaux grâce à la connaissance, à la science, à la philosophie, etc., qui avait apporté des choses que malheureusement l'ancien régime n'avait pas apporté. Donc finalement il fallait faire attention en se disant il y a ces autorités qui sont là de droit divin mais qui finalement n'apportent pas beaucoup de choses de bien à la population. J'ai oublié, il y a quelque chose que j'ai pas entendu. Oui, que je veux dire un système plus laïque au XIXe siècle en particulier avait apporté quand même un certain nombre de progrès à la société. Pour les populations, même s'il y a beaucoup à dire, bien sûr, et que du coup il fallait faire attention à ne pas retourner à l'ancien régime, parce qu'il y a des choses qui peuvent être apportées par des gens qui ne se disent pas de Dieu, mais qui apportent quand même de bonnes choses au nom de l'humanisme, de l'humanité. Voilà. Après, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir... Pierre ? Ouais, non, moi c'est de savoir qu'est-ce que c'est cet effondrement dont on parle tout le temps. Est-ce que c'est le moment où les gens vont s'entretuer, il n'y aura plus rien C'est quoi l'effondrement, concrètement? Moi je trouve que l'épidémie, la panique face à l'épidémie, c'est un élément de l'effondrement. Ouais, mais il y a des éléments, on les accumule depuis, à mon avis, 1975. Instituer le chômage, ça a été fait artificiellement, ça a été fait volontairement. De quelle façon? Mon ami Simon doit avoir des choses à dire là-dessus. Alors je parle après. Mais non, il y a eu, en tout cas, j'ai pas bien compris, il y a eu des lois Chirac en 75, c'est au moment où le chômage est apparu en Europe et en France. Mais moi,
ensuite, en France, il y a eu Mitterrand, et il y a eu 2 ans de gouvernement Mauroy, après il y a eu le gouvernement Fabius, qui s'est lancé dans le néolibéralisme. Donc au moins, ce qui s'est passé avant, je n'ai pas bien compris, mais au moins en France, à partir de 82, à partir de 83, les socialistes sont devenus libéraux. Simon, alors par rapport à cette date de 75, un peu avant, un peu après, le premier choc pétrolier. Non, mais du chômage, j'en avais bien sûr avant. Enfin, il y a un livre qui s'appelle, je conseille à tout le monde, Christian Topalov, Naissance du chômeur, qui parle de la fin du 19e siècle. Patrick Topalov. Ouais, Christian. Et voilà, donc en fait, on a créé un être qui était considéré comme un travailleur. En fait. Le chômeur était un travailleur. Vous avez des tracts de la CGT dans les années 10, les années 20, les années 30. Il n'y a pas de distinction entre le chômeur et le travailleur. Le chômeur, c'est le travailleur qui a été, qu'on a prévu et qui se mobilise en tant que travailleur, porteur d'une force de travail. Voilà. Et après, dans les années 60, donc on a, avec la création de la fameuse ANPE, donc l'ancêtre de Pôle emploi, l'Agence nationale pour l'emploi, et donc ça c'est en 67 avec Chirac et Gérard Deslorges, les énarques de l'époque, sous De Gaulle, et en 58 avec la CEDIC, donc 2 choses totalement différentes, sous De Gaulle, au début de De Gaulle, voilà. On a eu ce qu'on appelait l'institution, j'appellerais l'institution du chômage, au niveau avec des structures nationales. C'est des structures, oui. Mais pour ce qui est du chômage de masse... Et après, ça a été institué le chômage de masse, bon, il y avait déjà... Alors, je vais un peu te provoquer, Justin, parce que j'imagine les gens qui nous écoutent. Il y a eu le baby-boom, il y a eu les machines, il y a eu la Chine. Est-ce que c'était pas une fatalité? Avec les machines, le baby-boom et les délocalisations, on connaît du chômage, et est-ce qu'on va dire, ouais, on a créé le chômage artificiellement, alors que non, c'est juste une loi démographique et économique. On l'a fait monter, on l'a provoque directement. On l'a institué. Attends. Ouais. Oui, mais c'est ça, enfin, c'est pour revenir, je ne vais pas essayer d'être très long, mais enfin, il y a un rapport de l'OCDE qui date de 73, donc au moment où il y a la crise du choc pétrolier, donc on disait tous nos problèmes, c'était pas le Covid, là, c'était le pétrole, alors que... À cause de la guerre du Kippour. Alors bon, alors que oui, enfin c'était... Donc là c'était aussi pour moi une fausse raison, voilà, une raison alléguée. Et en fait, vous avez des rapports de l'OCDE, donc l'OCDE c'était l'organisme pour le développement économique qui pilotait en partie, faisait des études en même temps pilotait les politiques économiques au niveau européen, et qui disait qu'il faut un certain volant de chômage pour que les gens se tiennent bien. Oui, c'est ça. Et donc, 73. Pour que les entreprises puissent être dirigées comme l'entendent ceux qui les dirigent, il faut qu'il y ait un volant de chômage, etc. C'est un problème d'autorité du capital. Mais pour ce faire, on a d'abord institué, enfin vous savez, on vous crée un mécanisme, et ensuite vous le défaisez quand il est plus efficace, quand il a fait son temps. Donc en 75, Chirac et d'autres, il devient Premier ministre et institue l'autorisation administrative de licenciement, et donc en fait, c'est par l'inspection. L'inspection du travail donne son avis pour l'entreprise pour faire licencier. Et un chômeur a 90% son salaire. Donc en fait, pour le chômeur, au départ, c'est presque inodore, incolore, parce qu'il perd peu finalement, et donc il peut être licencié facilement. Et ensuite, c'est le second gouvernement Chirac, cette fois, quand il est sur la cohabitation, enlève ce qu'eux-mêmes ont institué. Quoi. Alors, je prends le scénario idéal. Vous pensez qu'on aurait pu garder le plein emploi en France? Il n'y a pas de plein emploi. Le plein emploi, c'est le plein emploi des forces productives, ça veut dire les hommes, c'est le modèle de l'homme salarié. Ok, non, mais sans jouer sur les termes, c'est-à-dire que toute personne qui voudrait travailler, moi je pense que c'est possible, mais alors comment on aurait dû faire dans les années 70 pour faire en sorte que on garde le plein emploi en France? Il fallait garder les usines, garder les mines, garder la pêche, garder l'agriculture, être contre la politique agricole commune, contre les délocalisations. Ouais, c'était tout un ensemble. Ouais, c'est tout un ensemble de politique, donc c'est un choix politique, ça vient effectivement avec l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui est la base de l'industrie, enfin, c'est sous le schéma des années 50 avec le primaire, le secondaire et le tertiaire, et le fait qu'on a l'exode rural. Après il y a eu un travail de développement de l'emploi féminin, alors qu'il y avait toujours eu tout le temps un travail féminin, mais il n'y avait pas de l'emploi féminin qui allait avec le travail féminin. Donc au moment où on a développé l'emploi, on a développé aussi le chômage. En fait, c'est venu parallèlement, quoi. Donc l'emploi n'était pas le chômage n'était pas deux choses qui étaient des antinomies, mais sont montées progressivement, quoi. Avec une forme de salarisation, mais une salarisation où on institue des choses pour donner des... Parce qu'on a fait venir des populations de l'autre côté de la Méditerranée, pour faire simple,
ou même oui, mais ça c'était de l'Italie, Portugal, oui, mais dans les années 60, il y a eu d'autres vagues, mais qu'ensuite le regroupement familial, et tout ça, ben, aussi, ça a fait un surplus de main-d'œuvre, et à ce moment-là, c'est plus compliqué d'employer tout le monde. Ouais, mais c'est pas, voilà. Tu sais que c'est pas super c'est pas ça, c'est pas ça qui est voilà, c'est pas ça qui est la fin. Mais c'est pas de cause à effet, quoi. Il me semble qu'il faut fermer les frontières aux marchandises pour les ouvrir aux hommes. C'est-à-dire qu'il faut protéger les entreprises locales, ça peut être la France ou l'Europe ou les pays d'Europe du Sud qui s'entendraient, ça me paraîtrait la solution la plus cohérente, parce que les pays de tradition protestante travaillent trop et les pays de tradition catholique travaillent moins. C'est une des choses, c'est comme ça. Et alors, ça c'est récent, ça c'est depuis... ouais, c'est depuis... Oui, effectivement, le protestant, c'est vrai que le protestantisme est récent lui-même, donc... Voilà. Oui, okay. Donc de toute façon, c'est très compliqué, il y a 1000 raisons à ce genre de choses, mais je pense qu'il ne faut pas trop ouvrir les frontières aux marchandises. Ok. Alors comment recréer une situation d'emploi en France, de bonheur, d'harmonie taoïste, j'insiste, d'amour chrétien, justement, de il faut importer le taoïsme de Chine. Et tout en restant... Voilà. Non, mais moi j'étais... Attends, alors là, moi sur ce point... Et puis, quand même, en restant cynique, voilà. Parce que, ouais. Oui, mais on ne peut pas être... Justement, en restant cynique, on rigole à ce que tu viens de dire, je te demande pardon. Ok, alors je fais appel à ton autre personnalité, puisque tu as le syndrome de la personnalité multiple. Je fais appel au chrétien. Merci, François. Je fais appel au chrétien taoïste. Je fais appel au chrétien taoïste, au déçu de mai 68, et à celui qui clame l'apparente absurdité du mouvement historique sans pour autant vouloir rentrer dans l'histoire. Sans pour autant vouloir rentrer dans l'histoire, non. Dans l'histoire, on est dedans. Trop tard, grâce à ton livre. On est de l'histoire, de toute façon, on est dedans. Hein. Oui. Mais alors, dans le concret, comment on fait là? Donc on est dans ce truc... alors, cet effondrement, c'est aussi des catastrophes écologiques. Dans le scénario de Pablo Servigne et d'autres, c'est des vagues de population avec des guerres civiles, etc., l'effondrement des ressources, de l'énergie et tout ça. Voilà. Mais comment on fait, puisque là, on n'y est pas encore, comment on fait pour éviter ça alors? Voilà. Mais est-ce qu'à une époque, on n'avait pas... brillant cerveau de Grenoble. Est-ce qu'on n'avait pas le plein emploi sous les soviétiques? Comment? Sous les soviétiques, on a fait le plein emploi. Oui. Donc c'est possible. Oui, mais il y a d'autres inconvénients. Voilà. Non, mais effectivement, il n'y avait pas de chômage en URSS. La mémoire de Staline. Il n'y avait pas de chômage en URSS, mais il y avait d'autres petits ennuis, comme on risquait de se faire foutre en tôle. Donc c'est pas le plein emploi qui est vraiment la solution à tout. Oui, et puis en fait, comme plein emploi, il y en avait une grande partie qui était au goulag, alors c'était pas exaltant comme travail, quoi. Sauf que parmi ceux qui sont allés, se sont dégagés les meilleurs écrivains du XXe siècle. Alors, du coup, à quelque chose, malheur est bon, hein. Mais c'est ça le mouvement historique aussi, c'est qu'il y a des trucs qui nous dépassent, il faut le reconnaître. Mais moi, si tu dis des propositions concrètes, moi je dis qu'il faut fermer les frontières aux marchandises pour rétablir le plein emploi et ainsi pouvoir ouvrir les frontières aux hommes. Voilà, mais c'est pas facile à mettre. Non, mais c'est vrai que quand on voit en France, il y a d'énormes territoires où on peut faire de l'agroforesterie, de l'élevage, reprendre des fermes, etc. Et c'est vrai qu'on a moyen d'accueillir du monde en France, absolument. De la même façon qu'il y a moyen de donner du travail à ceux qui sont déjà là. Bien sûr, il faut de la volonté politique et de la bonne volonté, collective. Mais de toute façon, par rapport à... Quand vous parlez d'effondrement, l'effondrement, c'est aussi la catastrophe écologique qui est là. D'ailleurs, le truc, c'est l'exploitation du monde et la surexploitation du monde. Là, j'ai lu sur Internet aujourd'hui qu'il y a un terrain de football qui part en fumée toutes les 6 secondes dans les forêts tropicales. Donc après, en fait, il y a
Comme surface, je veux dire. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ça, toutes les 6 secondes, c'est un terrain de foot, ça, qui disparaît. C'est les Brésiliens qui... Mais non, mais on va pas dire ça. Ouais, c'est quand même scandaleux. Ah, heureusement, il y a le bois de Boulogne qui reste... Non, mais sérieusement, en fait, le truc, c'est que après, c'est toujours un problème d'exploitation de la nature, d'un partage des richesses. Parce que de toute façon, il y a toujours 2 milliards de personnes qui souffrent de la famine. Si les Africains viennent en Europe, c'est bien qu'il y a toujours un problème d'exploitation, d'une sorte de néocolonialisme, d'exploitation des richesses par les pays européens. Après, il y a plein de choses à redistribuer. Enfin, l'effondrement, en fait, à un moment donné, c'est même plus au niveau seulement de l'Europe, c'est à un niveau mondial qu'il faudrait repenser un système. Quand tu as un discours comme ça, il y a des réflexions comme Raphaël Enthoven qui dit de Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg est socialiste, il veut renationaliser, donc c'est un national-socialiste. Mais, oui, il a dit ça, Raphaël Enthoven, le pseudo. Non mais on s'en fout, on s'en fout. Mais juste pour dire que derrière ça, il y a quelque chose de profond, c'est-à-dire que celui qui s'oppose au mondialisme est considéré déjà comme la moitié d'un fasciste. Mais pas du tout. Ah si, c'est comme ça dans le... Peut-être aujourd'hui un tout petit peu moins. Mais on s'en fout de la vie des autres. Attends. Non, mais bien sûr. Mais moi je m'en fous. C'était juste une boutade. Donc du coup, relancer l'artisanat, tout ça, les gens vont dire mais c'est quelque chose de complètement régressif, on va retourner en arrière. Et pourtant, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et donc là, ça touche du coup à la technique. Une question que je voulais te poser. Quand est-ce qu'on passe de la technique à la technologie? Non, oui. Voilà. Quand est-ce que la technique devient mauvaise? Depuis ça, c'est un sujet important. Le XVIIIe siècle, on a lancé les techniques mathématiquement fondées. Les premières étaient les cartes perforées et la machine à vapeur. Mais la machine à vapeur, elle n'a pas eu beaucoup d'importance tout de suite. Au départ, ça ne servait qu'à faire marcher les pompes dans les mines. Et ça a permis d'exploiter du charbon qui n'était pas exploitable auparavant. Mais ensuite, la machine à vapeur, ça fait marcher les locomotives, et c'est la gloire du XIXe siècle d'avoir équipé l'Europe et l'Amérique du Nord de voies ferrées. Alors... Donc à quel moment la technique devient mauvaise? Je peux intervenir là, en fait, quand tu parles de ça, quand est-ce que la technique devient mauvaise? Je peux juste faire une remarque. En fait, est-ce que la technique en soi est mauvaise? Non. C'est ce qu'on en fait. C'est savoir si on la met... Il y a des techniques qui sont quand même mauvaises en soi. Oui, non, mais d'accord. Mettre de l'amiante, mettre... Oui, bien sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est savoir si la technique est à mettre au service de l'homme ou pas. C'est comme l'économie, c'est... Après, voilà. C'est le gigantisme technicien qui a atteint un tel degré aujourd'hui qu'il ne peut plus être au service de l'homme. Parce qu'on a une dimension technique, on a des entreprises qui sont des géants et qui sont plus humainement contrôlables. Et c'est pour ça qu'on a inventé le néolibéralisme, qui est une expropriation de l'homme. On veut des machines qui marchent toutes seules. C'est merveilleux, il n'y a plus de liberté humaine. On est la phrase, à un certain moment, en gros, quelqu'un a dit que l'homme avait cessé de se servir de la machine pour servir la machine. Et c'est là qu'il devait aliéner. Je ne sais pas qui a dit ça. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est à peu près ça. C'est la révolution industrielle. C'est à peu près de ça qu'il s'agit, oui. Mais ça s'est passé selon les branches, pas au même moment. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne passe pas encore à un autre stade? Parce que comme à travers les mathématiques, l'informatique, etc., il suffit de quelques gros cerveaux qui automatisent tout. Et là, l'homme n'a quasiment plus rien à faire. Et ça peut être à la fois l'espace d'un épanouissement extraordinaire, comme d'un abêtissement. Mais aujourd'hui, on a les moyens quasiment d'arrêter de travailler pour une grande partie de l'humanité. Oui, mais c'est pas... Est-ce que c'est souhaitable? Ça dépend ce qu'on appelle travail. Voilà, c'est ça. Donc c'est la question que je pose, parce que ça c'est un sujet important. Si on écoute Google, tout ça, on va vers la fin du travail, ou de 60% des métiers qui existent aujourd'hui. Et voilà, donc on peut s'épanouir, mais on peut s'abrutir aussi. Oui, ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'on nous vend la fin du travail. Enfin, on a eu Jérémy Rifkin, on a eu Dominique Méda ici en France. Rifkin a même été payé par le Conseil général du Nord, ou le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, je ne sais plus, pour faire des séminaires sur la fin du travail, mais en fait, au fond, le travail comme un rapport social, le producteur est source de richesse, et ensuite qui permet une rémunération qui permet de rentrer dans le cycle de la marchandise pour la valorisation, en gros,
remettre le cycle de la valeur, comme au Moyen-Âge. Pourquoi on ne parle pas de travail, on n'a pas un dogme du travail, parce qu'en fait, il n'y a pas le cycle de la valeur est beaucoup plus long et petit, quoi. Voilà. C'est même un sens de parler du PIB en 1500. Aujourd'hui, il y en a des historiens qui vont s'amuser à calculer le PIB de 1500, mais c'est absurde. Oui, parce que... Oui, mais sur les gens qui bossent dans les champs, dans les usines, dans les caisses, etc. Oui, mais ça, c'est le travail par rapport justement à la machine. Ça, voilà. Justement, ça s'appelle l'aliénation, ça s'appelle la subordination. Oui, mais donc ce travail est en train de... Voilà. Il y a beaucoup de choses à disparaître. Et c'est ça qui ne disparaîtra pas ou qui sera corrélé avec un certain développement technique, ou pour qui le développement technique sera un prétexte à licencier. Voilà. Avec la robotisation. Avec la robotisation, mais ça c'est un prétexte. Après on a des gens, des opérateurs, on a transformé ça en des opérateurs, des gens qui surveillent des commandes, qui font ce qu'on appelle l'automation avant d'être dans l'automatisation. Enfin, dans la société de l'automation, on disait beaucoup ça dans les années 60. Voilà. Mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec la capacité de travail des gens, le rapport social qui crée entre eux, de collectif travail, et pour moi ensuite des postes et des emplois à qui qu'on leur impute, quoi. Je prends le cas de l'imprimante 3D, par exemple. Alors ça va peut-être faire pchit, mais n'empêche qu'une imprimante 3D, ça pourrait dans l'avenir, si ça se perfectionne et que ça se démocratise, ben voilà, ce verre, au lieu de le faire ailleurs, tu prends ton stock de plastique, tu mets le programme, il te sort le verre, quoi. Ça reconfigure le cycle de la marchandise, mais moi je vois pas en quoi, par sa nature même, ça toucherait le travail comme rapport social. Bien sûr, ça change le type de la nature du travail concret. Comme Amazon tient ça, comme Uber, voilà, c'est-à-dire que les gens continuent à sortir, hein, mais ça atteint quand même beaucoup de choses. Ou alors effectivement, il faut supprimer, mais personne dit la fin du commerce. On met la fin du travail, mais et Rifkin il parle jamais d'après la fin du commerce. Ouais, mais le commerce, elle a pu se développer parce qu'il y a aussi s'est développé le travail, ou alors le commerce a pu se développer de le commerce, on appelle commerce antique, je ne sais même pas s'il fallait l'appeler commerce, j'en dis, se développer parce qu'effectivement il y avait, c'était de la subordination, il y avait un rapport social hiérarchique qui permettait que certains étaient rivés au commerce, comme d'autres pouvaient être rivés à un patron. Il y a différentes sortes de travail, il y a eu différentes sortes de travail au cours de l'histoire. Et même maintenant, on entretient des grosses inégalités entre différentes catégories de travailleurs. Un politicien de gauche s'est mis en valeur récemment en contestant le statut des femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que... Ruffin pour pas le nommer. Oui, c'est Ruffin. Actuellement, il y a beaucoup... Maintenant, ça a quelques dizaines d'années, c'est pas vieux, on a inventé des statuts de demi-précaires, enfin de gens qui font un travail à temps partiel, quelques heures par jour. Alors, il y a des femmes qui vont travailler 3 heures le matin et 2 heures le soir, et rien pendant le milieu de la journée. Et elles ne sont pas chez elles au moment de s'occuper de leurs enfants. Alors, c'est des femmes de ménage, c'est les manutentionnaires, une grande partie du personnel des supermarchés. C'est souvent des femmes, et c'est des gens comme ça qui ont un travail à temps partiel, à des heures qui ne leur conviennent pas, et qui sont très mal payés. Bon, c'est le genre de travail qui devient dégradant, parce que, voilà. Un autre exemple.